Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Bon, tu perdu une seconde. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, À part, mais oui? super bien. Bon, tant mieux. Alors, on va commencer par un premier sujet, heu, avant, de recevoir notre invité tout à l'heure, qui était une invitée qu'on devait recevoir vendredi dernier, mais qui a eu, un souci technique entre-temps et qui, justement, on va recevoir aujourd'hui, qui voulait réagir par rapport au documentaire qu'on avait fait sur Zoé Constantopoulou sur les féminicides. Et en particulier par rapport à son histoire personnelle. Mais on vous en parlera tout à l'heure. Le premier sujet, c'est il s'est passé quelque chose sur la péninsule ibérique. Je ne sais pas si vous avez tous vu, mais il y a eu un blackout complet, Moi, je pense que tout le monde a vu Pedro. à part ceux qui n'avaient pas l'électricité. Donc, plein de théories, entre, les extraterrestres, les Russes, les Américains et cetera. Mais en réalité, il y a probablement une réalité beaucoup plus cynique derrière tout ça. On va essayer de vous décrypter un peu ce qui s'est passé. Déjà, le Portugal et l'Espagne sont des pays qui ne sont pas réellement indépendants, en termes énergétiques. La base de la souveraineté, d'un pays, c'est son indépendance énergétique. Or, depuis, des années et des années, ils ne font qu'investir dans les ENR. Il y a eu 0 investissement dans le nucléaire et surtout, ils importent énormément de GNL, 51 venant du Nigeria, 40 donc depuis, le début de la guerre en Ukraine à cause des sanctions des États-Unis et donc ils ont un système qui produit de manière, très intermittente. L'autre chose, grâce à l'Union européenne, depuis les années 90, ils ont tout privatisé, comme en France. Et donc, bah, avec opérateurs privés, plus d'investissement dans les infrastructures, quasiment pas d'interconnexion avec le continent et donc un système pas fiable, fragile et qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il y a un problème, ça s'effondre et voilà. C'est terrible, mais c'est juste ce qu'on dit, et ce que toi tu dis, Georges, depuis tellement d'années sur le risque si on désinvestit dans le nucléaire, qu'on ne, reste que sur les ENR et qu'on n'investit plus dans le réseau, bah, prochain Portugal-Espagne, ça peut être nous. C'est très très juste. L'un des grands problèmes du système, de la manière dont s'organise l'économie en système néolibéral, c'est que on a une logique d'externalisation, de concurrence à outrance, de privatisation généralisée et de beaucoup trop de partenaires sur un seul projet. Prenons la ligne 4. Moi, je prends tous les jours la ligne 4. Eh ben, il y a tout le temps des problèmes, malgré 6 ans de tests. 6 ans. En 6 ans, alors qu'ils sont en guerre, les Russes ont construit 34 stations de métro qui fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un opérateur, comme les Japonais d'ailleurs, un système politique tout à fait différent, un opérateur qui s'occupe de tout le métro. La maçonnerie, l'électricité, les rails, tout. Et donc, pas comme la ligne 4. La ligne 4, il y a 5 opérateurs différents, informatiques, entreprises informatiques, pour les portes automatiques. Vous imaginez le chaos pour tous ceux qui ont un peu codé, ce que ça signifie des systèmes informatiques différents à des stations différentes sur une même ligne de métro. Eh bien, il faut imaginer que ce chaos, eh bien, c'est partout avec cette logique de privatisation, comme l'a très bien dit Pedro. Alors évidemment, certains on dit que ça y est, c'est une opération hybride des Russes. Bon, pourquoi pas? Malheureusement, ça serait extraordinaire pour un film, mais la réalité, c'est celle décrite par Pedro. Et il y a des précédents.
que moi j'ai directement vécu, c'est la grande panne de courant aux États-Unis de 2003, qui a touché de New York à Manhattan, Wall Street s'est retrouvé dans le noir, Boston, tout était à l'arrêt. Ça a coûté à l'époque entre 6 et 8 milliards de dollars. Même problème, ça a duré une journée. On était aux États-Unis et on a importé cette logique de privatisation de beaucoup d'opérateurs sur un même système. Et on ne sait pas qui exactement entretient les lignes. Un bout de ligne est entretenu par telle personne, par telle entreprise, une autre par telle autre. Et il arrive ce qui arrive en 2003, parce que maintenant c'est documenté, cette grande panne de courant américaine. Il y a un arbre qui est tombé sur une ligne secondaire. Et évidemment, quand il y a ce genre de truc, il y a des systèmes automatiques qui font que la ligne s'éteint électrique pour pas que les gens s'électrocutent. C'est un shutdown et c'est rerouté. Sauf que le reroutage passait par une infrastructure qui n'avait pas été maintenue par une autre entreprise. Et donc, là, donc, ça bloque et ça disjoncte à nouveau sur un autre réseau parce que ça ne réussissait pas à contourner par la voie prévue. Et il y a eu un effet domino de disjonctage des circuits électriques dans tout le nord-est américain. Ça a touché une partie du Canada, c'est un truc assez incroyable en termes de chaos que ça a provoqué. Il y avait une entreprise qui s'appelait First Energy, une entreprise privée, qui a été celle qui a pris le plus l'opprobre, mais la logique, c'est elle qui était fautive à l'origine de cette panne géante aux États-Unis, mais la faute était cette multitude d'entreprises différentes fonctionnant sur un même réseau dans un système absolument et totalement chaotique. Et c'est ce qui s'est passé a priori dans la péninsule ibérique hier, fort logiquement. Il y a des chances que ce soit ça. Et à chaque fois, c'est à ça que cela conduira quand il y a trop d'entreprises qui sont sur un projet. Ça crée du chaos. On ne sait pas qui est responsable. Chacun se renvoie la balle. Ce ne sont pas les mêmes systèmes opératoires. Et à la fin, vous rajoutez là-dessus évidemment une bonne dose de non-maintenance parce que ça coûte trop cher. On fera demain, on fera la semaine prochaine, on fera dans 2 ans, on fera en 3 ans. Et on a la situation actuelle qu'on a en Europe et aux États-Unis. On a des infrastructures défaillantes structurellement. Les ponts, les routes, les systèmes de canalisation, c'est en très mauvais état. On en a parlé ici plusieurs fois avec Pedro. On pense entre autres à ce pont qui s'est effondré en Allemagne en un soir. Il y avait la Gênes aussi, Et il y a souviens-toi? eu l'énorme catastrophe de Gênes. Il y a le fait qu'on a cet écoulement de plus de 20% maintenant de perte d'eau dans l'ensemble des canalisations de France, 20%. Et dans le même temps, on va emmerder les Français avec les ZFE parce qu'il faut sauver la planète. Mais alors, faire des travaux de maintenance sur la canalisation, non, 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 ça coûte trop cher dans les colonnes de l'Union européenne, ça va faire dépasser le petit chiffre de 3% du PIB, comme il est déjà à 6,6. Voilà. Et donc, Et en général, il faut se préparer à ce genre de choses parce que ça va arriver de plus en plus. mais c'est surtout et là on peut voir la responsable dogmatique de certains politiques. Ce qui nous protège, nous encore en France, c'est le nucléaire. Si on avait suivi C'est le la nucléaire et que tout n'est pas encore totalement privatisé. exactement, mais si on suivait la voie poussée par certains groupes politiques qui voudraient des éoliennes partout, on serait exactement dans la même situation. Parce qu'une des choses qui s'est passée aussi en Espagne et au Portugal, ils ont fermé énormément de centrales thermiques. On va dire très bien pour l'environnement. Mais si on ferme les centrales thermiques, en cas de problème, on n'a plus rien pour compenser. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner aux centrales thermiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir un backup, il faut avoir un plan B en cas de défaillance. Or le plan B, heureusement pour les Espagnols, vous savez qui ça a été? Bah, ça a été nous. C'est nous qui leur avons filé l'électricité pour les sauver. Parce que nous et le Maroc. Sinon, il y avait plus personne. Donc c'est important effectivement là-dessus, de voir à quel point il faut valoriser. Sauf que nous, on a un parc nucléaire qui est vieillissant. On n'arrive plus, on a des retards considérables dans la fourniture des nouvelles centrales et donc ce bouclier, il existe, mais pour combien de temps? Pour combien de temps encore? En plus,
et il faut quand même le rappeler, heu, on peut rappeler, Gerhard Schröder, mais le plan B des écologistes en Europe, pour se passer du nucléaire, c'était le gaz qui venait d'un certain pays à l'Est. Oh, la Russie! Tiens! Bref, et maintenant, on est obligé d'importer Espèce du d'agent GNL. Mitterrand. Na et d'où est-ce qu'on importe du GNL maintenant? Des États-Unis. Ce que je sache, les supertankers qui ramènent le GNL, ils tournent pas à l'électrique. Donc je ne sais pas quel est le bilan carbone de cette de de tout ça, mais je suis convaincu que si on regardait bien, c'était débile. Alors je voudrais réagir à un commentaire c'est Sigma Libra qui Ouais. dit, la les appels d'offres offrent l'avantage de limiter la corruption. Cela oblige à faire travailler plusieurs entreprises et plusieurs méthodes différentes et aucune, uniformisation. Alors, pour info, alors je ne sais pas si c'est une erreur d'écriture. Au contraire, les appels d'offres augmentent la corruption, puisqu'il y a beaucoup de rétrocommissions. Il faut pas se leurrer, ceux qui rédigent les appels d'offres, généralement, c'est parfois, et donc on a vu ça des dizaines de fois, une grosse entreprise, je vais prendre l'exemple Bouygues, Veolia, n'importe quoi, va avoir une entreprise de conseil qui va rédiger des appels d'offres et donc qui va vendre ses rédactions d'appels d'offres au gouvernement, et derrière, une autre entreprise qui candidate aux appels d'offres. Et comme par hasard, certaines règles ont été construites sur mesure. Ça arrive tout le temps, c'est arrivé à la RATP, ça arrive tout le temps. Donc ça ne limite Mais pas. Sigma Libra, vraiment, c'est peut-être c'est parce que nous vivons une époque où ces choses sont répétées et que vous pensez ça, mais c'est tout le contraire. Même le père du libéralisme économique, Adam Smith, dans Richesse des Nations, même Adam Smith, c'est un monsieur sérieux. Il dit que certaines choses doivent être d'ordre de l'État, qui l'organise de manière rationnelle et unique. Les transports, il n'y a pas encore l'énergie, la défense, cela permet d'avoir un cadre économique où il y a concurrence pour l'hôtellerie, la joaillerie, les jardins, il y a plein de trucs qu'on peut faire du business. Mais les infrastructures routières, les infrastructures électriques, la défense du pays, ces trucs-là doivent fonctionner tout le temps. Il ne peut pas y avoir de panne car la catastrophe est immédiate pour tout le monde. Si vous mettez deux personnes responsables sur un dossier, quel qu'il soit, politique, administratif, dans une entreprise, vous verrez, à un moment donné, ça craque, car il y en a un qui pense ah, je pensais que c'était lui, je pensais que c'était Martin, mais pas moi. 3, 4, 5, 6, 12 opérateurs électriques. Mais c'est de la démence. C'est de la démence. Surtout si vous n'avez pas la maintenance, si vous n'avez pas de. On pourrait imaginer peut-être, allez, pourquoi pas de la concurrence, mais avec un régulateur qui vérifie, est-ce que vous avez bien fait la maintenance? Est-ce que vous avez bien fait le travail de service public que vous avez signé quand vous avez obtenu le contrat? Non, ça n'existe pas. C'est ça qui est fou. Il n'y a aucun système de vérification. Donc, évidemment, ça craque. C'est le drame de Si Brexit. vous êtes patron, imagine, mais c'est humain. Si j'étais patron d'une petite boîte et que j'ai l'électricité de mon quartier, je suis raccordé à EDF par ici et à, je sais pas, au collègue qui est à côté par là, si je peux gratter 2 000 à 3 000 € par mois en reportant en faisant pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, un contrôle, ça passera, ça passe toujours. Et puis un boom, ça passe pas un jour. Voilà. Là, c'est ça qui se passe. Et ce sont, c'est exactement ça, les aspects systémiques, stratégiques d'une économie qui doivent être euh, centralisés, d'État, rationalisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contrôle, évidemment, mais logique, rationnel. Voilà. Et dans Mais tous les pays où c'est comme ça fonctionne. mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un très grand embarras de la part du gouvernement et d'Espagne et du Portugal à expliquer ce qui se passe. Parce qu'expliquer ce qui se passe, c'est dire, bah, l'Union européenne dans les années 90 nous a forcés à tout privatiser, on n'a plus de contrôle sur rien, les opérateurs privés ont sous-investi, mais comme c'était avec le blanc-seing de l'Union et qu'on devait créer ce genre de choses, bah, voilà, et qu'on n'a pas d'indépendance énergétique, qu'on avait du gaz russe, on n'en a plus. C'est impossible pour eux politiquement.
C'est-à-dire, c'est admettre quoi? 35 ans d'échec? Ouais. Et donc, c'est la meilleure méthode pour détruire les systèmes, effectivement. Donc, il y avait une question qui a été posée, j'espère par Marco, j'espère que les hôpitaux en Espagne avaient des groupes, tous les hôpitaux ont des groupes électrogènes dans la plupart des pays, même en Afrique. Donc, Mmh. oui, effectivement, pour pallier, parce qu'il faut maintenir des systèmes de vie Mmh. critiques pour toute Mais la ça dure population. pas très longtemps quand même, hein, ça dure qu'un Oui, mais long enfin terme. bon, oui, mais voilà. En général, ça suffit pour maintenir, pour relancer la machine, ce qui a été le cas en, euh, en l'occurrence. Et, Léonard Michelon dit les secteurs clés sont nationalisés en Chine et en Russie. Ben oui, en France aussi, sous De Gaulle. Ça fonctionnait très très bien. C'est pas pour rien. Et Mais c'était pas un système ni chinois ni russe. c'est Euh, surtout l'indépendance énergétique, c'est la base de toute souveraineté. Pas d'énergie, pas de oui. souveraineté. Mais là, on a deux sujets qui se chevauchent, Pedro, parce que toi, tu abordes le côté indépendance énergétique, évidemment, donc d'où le nucléaire, mais il y a aussi la manière dont cela fonctionne. Ah oui, Que oui, ce mais soit, et ça, indépendance c'est deux énergétique sujets, c'est pour la deux. souveraineté, ça doit être du contrôle du, si tu veux, du peuple et de l'État. Parce que c'est clair que les opérateurs privés, sont, soumis à d'autres logiques que celles de la souveraineté nationale. Si par exemple tu as General Electric, qui s'occupe de ton réseau, si tu veux, je pense que leur intérêt est ailleurs. Donc oui, non, c'est pour ça c'est c'est terrible parce que c'était prévisible. N'importe qui observait cette situation disait: «C'est on arriverait à cet état de fait». On va changer de sujet parce que justement, je vous prépare une petite vidéo sur ce sujet-là, donc on va pas s'étendre très longtemps et en particulier, on va parler il y a à nouveau un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Alors les Ukrainiens Non, apparemment sont, il y a pas de cessez-le-feu. Il y a pas de cessez-le-feu. alors justement, tu vas nous raconter. Alors, je On ne n'est sais pas pas le 8 pourquoi mai. je partage et c'est lent à partager. Voilà. Donc les Ukrainiens sont sceptiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un cessez-le-feu ou y a-t-il pas de cessez-le-feu? Il y a une proposition de la Russie de faire un cessez-le-feu entre le 8 mai et le 10 mai. Un cessez-le-feu de 3 jours pour que puissent se célébrer les commémorations, qu'elles soient faites le 8 mai comme on le fait en Europe de l'Ouest ou le 9 mai comme on le fait en Russie. Donc que soit puisse être célébré le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, contre l'Allemagne nazie. C'est une proposition de cessez-le-feu qui est la même que celle de Pâques, puisque Pâques est une fête commune aux orthodoxes enfin, c'est la grande fête chrétienne, donc évidemment commune aux orthodoxes et aux catholiques, puis ça tombait au même moment cette fois-ci. Donc il y avait la proposition de 3 jours de trêve pour Pâques. Et c'est là qu'il y a une confusion colossale. Ce n'est pas une proposition de trêve et d'arrêt des combats. C'est vraiment une trêve, un peu comme on faisait au Moyen Âge. On ne se bat pas le dimanche, le jour Les du trêves sabbat. olympiques aussi. Ou les trêves olympiques, beaucoup plus longues, qui durent 3 semaines. Mais voilà, c'est ça l'idée. Il n'y a pas de trêve comme elle est voulue par, soi-disant voulue par Donald Trump, et comme maintenant le veulent les Européens, les leaders européens, je parle d'Emmanuel Macron, von der Leyen, Kaja Kallas, Starmer, Merz, qui eux le veulent comme l'a dit Kaja Kallas. Et c'est pour ça que ça ne se fera jamais. Que cela permette de donner un souffle et du temps à l'Ukraine de se renforcer pour gagner contre la Russie. Il n'y aura pas de gain, parce que de toute façon, la guerre est déjà perdue depuis longtemps pour l'Ukraine, mais évidemment que les Russes ne vont jamais accepter un cessez-le-feu aussi long qui permette de réarmer et de recompléter l'armée ukrainienne, voire d'avoir un déploiement de forces de la France ou de la Grande-Bretagne. Donc il n'y aura pas. Donc la seule chose qui est sur la table, c'est un arrêt de 3 jours pour commémorer la victoire sur le nazisme. Ça s'arrête à ça. Et il n'y aura pas de trêve. On l'a répété,
On a bien sûr on va finalement réussir peut-être à faire cette ligne de front sur, ce que veulent les Russes, mais il n'y aura pas de trêve d'un mois sous aucune configuration. C'est une Pour qu'il y ait une trêve, il faut que les 2 belligérants soient d'accord. Or les Russes ne sont pas d'accord. Il n'y aura pas de trêve et ils continueront le conflit jusqu'à ce que, leur garantie de sécurité soit atteinte pour eux. C'est-à-dire, moi je pense, aller jusqu'au Dniepr et éventuellement prendre Odessa. C'est ça la réalité du conflit. Or, comme ils ont le momentum militaire, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et leur confiance envers les Européens et Donald Trump étant proche du zéro absolu, il y a effectivement très peu de chances qu'il y ait un quelconque arrêt des combats substantiel. Mais est-ce que tu penses, que, quand même on va réussir, à régler ce conflit ou à un moment ou un autre cette année ou ça va encore durer des années et des années? Les conditions ne sont pas enfin, les conditions ne sont pas réunies. Les relations entre la Russie et le bloc occidental sont tellement mauvaises que je ne crois pas qu'il y aura de solution négociée. Ça se finira par la victoire par les armes, a priori de la Russie. C'est ce que pensent, encore une fois, tous les réalistes en géopolitique, à commencer par Jeffrey Sachs et John Mearsheimer. Il n'y aura pas de. On va pas faire tout le topo ici, ce serait beaucoup trop long. Les garanties de sécurité internationale ayant été rompues plus d'une douzaine de fois par l'Occident, il n'y a aucune confiance de la part des Russes. Prenons par exemple ce cas en ce moment, Donald Trump n'arrête pas de dire moi, il n'y a que moi qui veux faire la paix, moi je veux la paix, Zelensky veut faire la guerre, Poutine veut faire la guerre, c'est une guerre d'Obama, de Joe Biden, moi je suis le seul à vouloir faire la paix. Mmh, ok. Mais il oublie qu'il a été président de 2016 à 2020 et qu'il a été un des plus grands acteurs du réarmement et de l'entraînement par des unités américaines de l'armée ukrainienne, qui entre autres, sous son premier mandat, était passé de 200 000 hommes plus 100 000 réservistes à 250 000 soldats actifs et 900 000 réservistes, donc une armée de 1,1 million, que sous son premier mandat, tout un tas d'entraînements de l'OTAN se sont faits aussi bien en Ukraine qu'en Géorgie, 2 pays non membres de l'OTAN, que c'est lui qui est sorti du traité INF nucléaire, que c'est lui qui est sorti du traité Open Sky international, et que donc c'est l'interlocuteur qu'ont les Russes. Alors je sais, les Russes sont pas sympas, mais ils sont méchants, tout ça. Mais du point de vue du Kremlin, comme ils ont lui comme interlocuteur et que l'option, c'est que derrière, il y a un autre Biden, ils font pas très confiance. Et donc, il ne faut pas confiance qu'il n'y ait pas de base de l'OTAN en Ukraine. Et donc, ils iront jusqu'au bout de leurs revendications sont telles qu'elles sont inacceptables par l'Occident, parce qu'ils veulent une capitulation de facto de Kiev, une armée réduite à 100 000 soldats, des contrôles par la Russie, qu'il n'y ait aucune implantation de base de l'OTAN ou occidentale sur le territoire, et un processus de dénazification. Plus qu'on leur rende l'argent qui a été saisi sur les comptes des banques centrales occidentales. Bon, vous voyez, on en est quand même très très loin. Et quand on continue à avoir des Européens qui veulent la destruction et la fin de la Russie, comme l'a proposé encore récemment Mme von der Leyen et Mme Kaja Kallas, il n'y a absolument aucune chance qu'on ait autre chose que des trêves passagères pour des moments supposément partagés. Voilà. Alors je crois que tu voulais nous parler d'Israël aussi aujourd'hui et de Voilà. Gaza. Alors il y a quelques images, mais alors je sais pas dans quel ordre tu veux les mettre. Alors, en fait, je voulais vous parler de ce qui se passe à Gaza et en Israël parce que, de facto, on n'en parle pas du tout. Ou extrêmement peu en ce moment, je trouve, en tout cas sur nos médias.
Là, on va arriver bientôt, donc le 2 mai, on sera à 2 mois de non-entrée d'aucune aide humanitaire sur le territoire de Gaza. Ça veut dire que des allez, 2 millions d'êtres humains survivent dans des conditions improbables, catastrophiques, puisque les infrastructures ont été détruites aux 3 quarts, 75%. Donc, hôpitaux, routes, système d'adduction, égouts, système d'assainissement, distribution d'eau, et ainsi de suite. Bien évidemment, tout ce qui est énergétique, tout ce qui assure le fonctionnement de choses comme les frigos qui ne fonctionnent plus, évidemment. Et donc, vous imaginez que dans ces conditions-là, les chances de survie des civils sont faibles, en particulier pour ceux qui sont les plus fragiles, les vieux, les enfants, les malades, et ainsi de suite. Euh, Parce que Pedro m'écrit des messages en même temps très complexes. Bon, mais j'ai compris. On va essayer de. J'ai compris de quoi il me parle. Voilà. Bon. Les bombardements et les attaques continuent. Et non seulement cela, mais dans cette période, on a 500 000 Palestiniens qui ont été déplacés. Déplacés sur un champ de ruines, de tentes en abri de fortune, d'abri de fortune en tente. Donc un quart de la population de Gaza qui est déplacée pour faire une zone tampon. Et les combats continuent. Donc déjà, ça, on en parle relativement peu, mais en dehors de ça, on ne dit pas ce qui se passe en ce moment en Israël, et c'est assez saisissant, parce qu'on a une forme d'omerta sur la situation de la société israélienne. Alors voilà, ici à l'écran, on voit un personnage, c'est Ronan Bar. Ronan Bar, il était jusqu'à récemment, depuis 2019, le chef du Shin Bet. Le Shin Bet, c'est le service de sécurité intérieure d'Israël. Là, on le voit en compagnie de Netanyahou. Or, en ce moment, il y a un scandale absolu en Israël, parce que Netanyahou a demandé limogeage de Ronan Bar, et Ronan Bar clame partout qu'il avait informé, ses services de renseignement avaient informé le pouvoir, c'est-à-dire Netanyahou, le ministre et le ministre de la Défense, de l'attaque du 7 octobre. Et oui, c'est pas rien. Et il dit que Netanyahou lui a fait faire une promesse personnelle de ne pas en parler. Donc on a des manifestations en Israël, un conflit tel que certains en Israël se demandent si tout cela, in fine, ne pourrait pas finir en une forme de guerre civile. Car les tensions internes à la société israélienne sont telles qu'on a des groupes sociaux qui vivent plus ou moins ensemble, mais qui sont dans une vision de la société, de ce que doit être Israël, qui est littéralement, quasiment militairement antagoniste. C'est ça la situation. Par ailleurs, Ronan Bar incarne cette élite d'État. C'est pas d'étendre, hein, c'est le chef du Shin Bet, hein, c'est pas un clown, ni un amuseur public. Mais il incarne cette tension extrême au sein de l'État, qu'on retrouve aussi dans d'autres services de renseignement, Mossad, qu'on voit au sein de l'IDF, donc de l'armée israélienne, que l'on appelait Tzahal, où ces gens-là disent le pays est en tension. On est arrivé à l'extrême de ce qu'on peut faire en continuant cette guerre, en dehors des problèmes moraux, mais ça va pas et ça ira mal. Et de l'autre côté, on a des extrémistes absolus, dont Netanyahou, qui, eux, souhaitent continuer le conflit. Et pour illustrer cette conflictualité, eh bien, on a le personnage d'Itmar Ben-Gvir.
voilà, qu'on voit ici à l'écran. Alors, Itamar Ben-Gvir, c'est le chef du parti Otzma Yehudit, Force juive, qui est un mouvement d'extrême droite absolue. Il faut savoir que dans les années 90, par des cours israéliennes, celui qui a été quand même récemment ministre israélien de la Sécurité nationale, bon, tout ce qui, depuis, donc, qui a été là le 7 octobre et tout ce qui s'est suivi de la guerre ensuite à Gaza, a été condamné 2 fois par des cours israéliennes pour terrorisme. Il faut savoir qu'il était tellement euh, extrémiste que il y a des images enregistrées de lui avec le drapeau d'un groupuscule extrémiste auquel il appartenait avant, où il était passant devant le Yitzhak Rabin. Il avait dit nous avons eu sa voiture et nous l'aurons lui aussi, quelques semaines avant qu'il ne soit assassiné par Yigal Amir, qui a assassiné Yitzhak Rabin, l'acteur principal israélien du traité d'Oslo et donc de l'option de faire 2 États, un palestinien, un israélien. Il considère, Ben Gvir considère Amir comme un héros. Euh, et Ben Gvir était récemment, alors maintenant il n'est plus ministre, il a démissionné à l'époque parce que il ne voulait pas de cessez-le-feu, le court cessez-le-feu qu'il y a eu à Gaza. Il est toujours député de la Knesset. Et il était là récemment en Israël, où il a été extrêmement mal reçu par, eh bien, par une partie de la communauté juive. Et il faut vraiment le préciser parce on a une, une impression que c'est bloc contre bloc. Or, c'est très compliqué dans les communautés juives des différents pays, donc là, en l'occurrence aux États-Unis, ou ou au sein de la société, tout simplement, de la société israélienne. Voilà. Donc c'est quelque chose que je souhaitais souligner parce qu'on n'en parle pas du tout. Or, c'est extrêmement tendu. Et on a Ben Gvir qui était aux États-Unis parce qu'il y a un autre bloc israélien, et plutôt de droite, et plutôt très très de droite, la droite du Likoud, qui fait énormément de pression sur des politiques aux États-Unis, qu'ils soient républicains ou démocrates, que ce soit l'administration Biden ou l'administration Trump, pour continuer à soutenir ce gouvernement d'extrême droite en Israël, pour qu'il continue la guerre à Gaza. Donald Trump a fait part du même plan délirant sauf que lui, il a fait en. Vous vous souvenez, on vous avait montré la vidéo, il avait fait en petit clip IA, de faire sortir tous les Palestiniens pour reconstruire et faire une Riviera. Bon, tout ça, c'est du blabla. Le point Gaza principal, Trump. c'est de faire sortir tous les Palestiniens de Gaza. Et c'est la politique que soutient toujours les États-Unis. Et il faut bien comprendre que ce soutien massif à une opération maintenant qui dure depuis très longtemps de nettoyage ethnique à caractère génocidaire, soutenu totalement par les États-Unis qui arment Israël, Netanyahou, et le silence quand même plutôt gêné des capitales occidentales, a un effet destructeur sur l'opinion qu'ont les pays du Sud global sur l'Occident. On n'est pas pris au sérieux. Dès que quelqu'un fait une critique, une remarque, eh bien, il est évidemment, c'est pris un peu à la rigolade. Et pour ce que c'est réellement, c'est l'instrumentalisation des droits de l'homme pour servir des intérêts et géopolitiques bien compris. Alors j'ai vu dans les commentaires, certains nous reprochaient de pas avoir parlé de ce qui s'est passé en Iran. Tu sais, il y a eu une grosse explosion. La difficulté, c'est que, bah, c'est très flou ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu un incendie dans des containers et qu'il y avait des containers avec des explosifs ou des produits chimiques, et un peu comme ce qui s'est passé au Liban. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Beyrouth,
bah, ça créait une réaction en chaîne avec une méga explosion. Maintenant, vu le Ouais, contexte, ça a pas l'air d'être un bombardement, donc pour le moment, il y a pas de voilà. Malheureusement, quand on stocke plein de trucs, chimiques les uns avec les autres sans faire trop gaffe, parfois c'est ce qui s'était passé à Beyrouth, c'était terrible. voilà, Zietec nous écrit que les gens, s'il y avait Netanyahou, si justice il y avait, Netanyahou ne serait plus au pouvoir. Effectivement, il est poursuivi euh, par 2 juridictions, une pour corruption aggravée. C'est-à-dire que, littéralement, dès qu'il sera plus Premier ministre, il ira en tôle. Il a tout intérêt à continuer la guerre pour ne pas aller en prison, et l'autre pour haute trahison, c'est-à-dire une autre cour de justice israélienne. Hein. C'est pour ça que c'est extrêmement tendu en Israël, donc pour haute trahison. Voilà, donc alors Jean-Pierre Leroux, est-ce qu'Israël non, moi je pense que ce qui s'est passé à Beyrouth et ce qui était tragique, c'est on est juste dans la question à nouveau du libéralisme. C'est-à-dire, moi je l'avais vu dans les années 90 sur des trains de soja au Brésil. C'est-à-dire que alors ça paraît très bizarre, mais c'est un moment dans les trains, on peut mettre un certain nombre de tonnes par wagon et en fait, les opérateurs s'étaient rendus compte que s'ils mettaient, genre 10 tonnes de plus, bah, ça continuait à rouler. Donc ils ont surchargé, les trains de soja et donc régulièrement, il y avait des déraillements. Pourquoi? Parce que le poids des trains faisait céder les rails et donc à chaque fois: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» «Ah, bah, tiens, le train, il avait été rempli à 200 de sa capacité». Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, malheureusement à Beyrouth. Hem, on rem si vous remplissez, de produits chimiques de manière L'affaire est compliquée à Beyrouth. oui, oui, mais C'est sans vraiment, trop vraiment de compliqué. contrôle Hein. et tout. L'affaire est très, 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 très bizarre. Personne ne sait trop ce qui s'est passé. On est bien d'accord, mais si tu Et stockes il y a eu effectivement surcharge de stock, mais c'est compliqué. Il y a le coq sportif qui demande, qui n'arrive pas à comprendre comment les pays arabes n'interviennent pas militairement. D'abord, je suis pas sûr qu'ils puissent, ni qu'ils en aient la volonté. Et ils se sont, il y a eu avec les accords d'Abraham sous Donald Trump et le véritable flegme iranien, euh, soutenu évidemment par les Chinois et les Russes, d'éviter un conflit qui serait catastrophique. Il faut savoir quelque chose, c'est que euh, Israël, qui ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, en possède entre 300 et 400 têtes nucléaires. Tout le monde le sait. On ne peut pas avoir de défaite militaire d'Israël par un autre État, entre autres pour cette raison. Alors tout le monde fait semblant comme si Israël n'avait pas d'armes nucléaires, et officiellement, Israël n'a pas d'armes nucléaires, mais il n'y a pas de contrôle. Et les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait de contrôle. Donc, vous comprenez que si vous êtes un pays arabe, je sais pas, l'Égypte par exemple, ou l'Arabie Saoudite, attaquer Israël, bon, ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Voilà. Et puis c'est pas comme s'il y avait eu d'énormes succès dans les différents conflits précédents de ce point de vue-là. Euh, donc, la solution n'est pas là. La solution est, il n'y en a qu'une seule, elle est simple, c'est que les États-Unis cessent de soutenir des gouvernements d'extrême droite et disent stop, ça suffit et ça s'arrête. Et qu'ils mettent en œuvre ce que quasiment tous les pays du monde ont reconnu, à savoir, en particulier ceux du Sud global et des BRICS, à savoir qu'il existe un État palestinien et qu'il faut le construire et vivre en bonne intelligence les uns à côté des autres. après, il y a pas d'unité des pays arabes, hein. On n'est pas dans Laurence d'Arabie avec, tous les pays unis et ils ont chacun leurs enjeux et même s'ils le disent pas publiquement, beaucoup considèrent, des pays arabes et on l'a vu, dans les projets de relocation, des Palestiniens, proposés par Trump et cetera. La plupart ne veulent pas du peuple palestinien. Ça depuis très longtemps. Que ce soit les Mais Jordaniens, tous les pays arabes ont un problème, tous les dirigeants des pays arabes ont un problème, entre guillemets, c'est que les sociétés diverses, différentes des pays arabes sont en soutien massif des Palestiniens.
Donc oui, effectivement, les États n'ont pas tellement envie. On prend par exemple l'Égypte, on l'a expliqué plusieurs fois ici. L'Égypte et l'Arabie saoudite luttent massivement, et l'Arabie saoudite, contre les frères musulmans. Ils les considèrent comme une gangrène et comme un risque pour leur propre État. Or, le Hamas, qui est l'organe dirigeant à Gaza depuis longtemps, est une excroissance des frères musulmans. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de frères musulmans qui débarquent par centaines de milliers, enfin j'exagère, par milliers, mais avec des populations euh, formatées par des frères musulmans. Et ils ne veulent pas. Voilà. Ça peut se comprendre aussi, c'est ce que dit Pedro, tout n'est pas uniforme. La Jordanie, c'est très compliqué aussi, puisque la proposition est faite de décaler une partie de la population en Jordanie, mais 70% de la population de Jordanie sont déjà des Palestiniens. Et le roi est dans une situation très compliquée, parce que de facto, c'est une sorte de vassal des États-Unis, et il aide beaucoup Israël, en fait. Les systèmes radars et d'aviation aident Israël à intercepter les missiles quand ils viennent d'Iran. Donc la situation est très très compliquée. Euh, voilà, Mais on peut c'est pas uniforme, ils sont pas tous contre Israël. Et d'ailleurs, c'est une mauvaise idée. Encore une fois, la meilleure des choses, ce serait qu'il y ait une paix globale. Et pour ça, il faut mettre à bas les extrémistes qui veulent plus de guerre, et en l'occurrence pour le moment, en ce moment en Israël, ceux qui veulent le grand Israël, les Ben Gvir, les Smotrich, les Netanyahou, ne peut conduire qu'à une catastrophe humaine sans précédent. Et Georges, si je peux même ajouter, avant le 7 octobre, il y avait quand même une grande normalisation, des relations entre Israël et ses voisins, dont l'Arabie Saoudite et d'autres pays du C'est ce que je Golfe. dis, ce sont les accords d'Abraham sous Donald Trump. Non, mais même avant les accords d'Abraham, tu voyais que dans les relations commerciales et cetera, il y avait un rapprochement et que à cause du 7 et d'ailleurs, probablement ce qui a motivé, en partie, le Hamas au 7 octobre, c'est qu'ils se rendaient compte qu'à un moment, ils allaient être lâchés par la population puisque la normalisation n'était pas de leur intérêt. Donc heu, donc c'est vrai qu'en reclivant de cette manière-là, ils permettaient de se remettre au centre du jeu, alors qu'ils étaient en train de partir à la marge. Enfin bref. On va passer à notre invité, qui était là, qu'on a fait un peu attendre, et donc on va présenter. On revient juste Je vois que ça après suffisait, Pedro. la micro-pause. Ouais, tout à fait. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit: «Est-ce qu'on a assez de sujets?» Et donc voilà.